bonsoir Frédéric Perrault. Merci d'être avec nous ce soir dans cette rencontre. Vous publiez donc votre premier roman, Pour une heure oubliée, aux éditions Mialet Barreau. On aimerait déjà savoir qui êtes-vous, Frédéric Perrault? Vous êtes scénariste notamment. On aimerait savoir comment vous en êtes déjà venu à l'écriture. Est-ce que vous écrivez déjà depuis toujours ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt récent? Alors non, l'écriture, ça a toujours été un peu au centre de mes journées. Ça a toujours un petit peu organisé mes journées. Ça a commencé assez tôt, où j'ai l'envie de raconter des histoires. Ça s'est d'abord dirigé vers le cinéma parce que voilà, j'ai une passion pour le cinéma. J'ai des films qui ont marqué mon enfance, et donc j'ai eu d'abord envie de raconter des histoires sous cette forme-là. Donc j'ai fait une école de cinéma en sortant du bac, voilà, une école de cinéma dans Paris. École de cinéma où j'ai rencontré la personne avec qui j'écris les scénarios. On est un binôme de scénaristes et de réalisateurs. Voilà, on s'est rencontrés et on s'est mis assez rapidement à écrire des courts-métrages, à travailler en pub, à faire du clip. Tout ça pour tendre vers le long-métrage. Long métrage qu'on est en train là enfin on est en plein développement du scénario. Enfin, on a fini l'écriture et ça rentre en phase là de financement et de lecture chez les comédiennes pour le coup, parce que c'est des rôles féminins. Donc voilà, premier long métrage qui est en cours de développement. Et en parallèle de ça, voilà, j'ai toujours eu moi cette envie du roman. Donc j'avais une formation de scénariste. Et donc voilà, une espèce d'approche du texte déjà et d'une façon de construire un récit. Donc voilà, j'avais envie de m'essayer à ça. C'est arrivé un peu, j'allais dire pas par accident, parce que c'est un gros travail et qu'il faut, voilà, il faut du temps pour y arriver. Mais en tout cas, ça s'est fait là l'année dernière avec la rencontre avec Betty Mialet et Bernard Barrault. De façon, c'est toujours un peu une surprise. Un premier roman, on écrit un manuscrit, on ne sait pas s'il va être édité un jour. Donc voilà. Alors, par rapport à ce duo Najjar et Perrault, ce qui est plutôt commun de travailler à deux, il me semble, dans le cinéma par rapport aux scénaristes. Est-ce qu'il y a une différence entre travailler à deux et travailler seul? Comment vous vous êtes organisé par rapport à cette différence, tout simplement? J'imagine qu'il y a une grosse différence par rapport à Oui, il y a une ce différence. changement-là. Alors, il y a déjà une différence. Ce qui est agréable dans le travail à deux, c'est d'avoir un retour toujours un peu immédiat de quelqu'un en face. L'écriture à deux voilà, a ça d'agréable qu'on confronte en permanence son point de vue à celui d'un autre. Et donc j'ai l'impression que ça aide à faire un peu évoluer un scénario, un texte. Voilà, il y a une espèce de retour qui est comme ça aussi un peu un moteur. Euh, voilà, hyper intéressant. Enfin, c'est un vrai travail hyper intéressant de travailler à deux. Maintenant, j'ai pris aussi du plaisir à travailler seul parce que voilà, c'était aussi s'essayer à cet exercice-là. Et alors, pour les différences, il y a des différences qui justifient aussi ça. C'est que l'écriture du roman se heurte beaucoup moins au concret. Enfin, voilà, un scénario, il y a forcément un tournage. Il y a forcément des scènes qu'il va falloir tourner, qu'il va falloir faire. Donc, il faut tout le temps penser à la faisabilité, ce qui n'est pas le cas dans le roman. Et ça, c'est un exercice, du coup, voilà, c'est un exercice différent là-dessus et qui est très agréable parce que on peut partir dans tous les sens, dans toutes les époques. On peut sans qu'il y ait de problème de faisabilité. Donc voilà, même plaisir des deux côtés. Voilà, c'est un, euh, c'est juste un retour en moins immédiat. Voilà, il faut se faire confiance, il faut avancer dans son récit sans avoir un retour immédiat. Voilà, il faut aller au bout de son manuscrit, en tout cas, sans ce retour immédiat. Donc ça, c'est surtout la grosse différence de ces écritures-là. Euh, Après, en termes de structure, de narration, bien sûr, c'est des exercices très, très différents, mais voilà, dans lequel je prends autant de plaisir que ce soit pour le scénario ou pour le roman. Avant de rentrer dans le fond du livre, comment s'est passée cette histoire du manuscrit? C'est-à-dire, est-ce que vous avez envoyé votre manuscrit par la poste? Est-ce qu'au contraire,
Mialet Barreau sont venus à vous à un moment donné. Quelle est l'histoire de ce manuscrit? À partir de quel moment vous vous êtes dit, il faut que j'écrive un roman, alors que vous étiez, j'imagine, comblé dans le milieu du cinéma. Est-ce que vous considérez que la littérature est une sorte d'aboutissement aussi pour vous, pour aller un petit peu plus loin dans le récit et d'avoir aucune limite? C'est complètement ça. Alors c'est aussi, ça part vraiment d'un besoin d'écrire assez viscéral. Voilà, j'écris vraiment du matin au soir sur différents supports, un peu pour le théâtre, pour le cinéma. J'ai écrit pour la télé, j'ai écrit des textes de chansons pour des chanteurs et des chanteuses. Donc voilà, une nécessité. En voulant m'essayer à l'écriture du roman, voilà, c'était un espèce de challenge en plus et puis de plaisir en plus de s'ajouter ce plaisir-là. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup de temps de travail pour assez peu de chances d'être édité. Donc c'est un espèce de saut dans le vide. Il faut prendre du temps pour ça. Bon, voilà, c'est sûr que c'est une espèce de risque en plus, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi une espèce d'adrénaline supplémentaire qu'il est toujours agréable de s'ajouter, en tout cas, je trouve. Et comment est arrivé ce manuscrit dans les mains Alors moi, je fais toujours lire mes manuscrits. Enfin, je dis mes manuscrits, c'est mon premier manuscrit, mais je fais toujours lire mes projets d'écriture, que ce soit de scénarios, de projets de théâtre ou même de textes de chansons, à un panel de proches. Ils sont 5-6, alors amis, famille, mais c'est des gens qui, en tout cas, enfin, dont je suis en tout cas persuadé, qui vont m'apporter un retour franc, incisif et un peu, voilà, sans concession. Parmi eux, parmi ce panel de proches qui relisent mes textes, ben voilà, par ricochet, ce texte-là est arrivé dans les mains d'un ami, qui l'a fait lire à un autre ami. Il est arrivé entre les mains du dessinateur Philippe Geluck, qui un jour m'a appelé. Alors pour le coup, j'avais imprimé tous mes petits exemplaires pour que ça parte chez tous les éditeurs. Donc voilà, j'avais fait ça sur un site internet. J'avais mes 30 exemplaires prêts pour les premiers éditeurs que je voulais contacter. M'appelle un jour donc Philippe Geluck qui me dit le manuscrit m'est arrivé entre les mains. J'ai trouvé ça super. J'ai lu ça d'une traite. Est-ce que je peux me permettre de le faire lire à des éditeurs? Alors, je lui ai dit qu'il pouvait se permettre de le faire. Bon, voilà, alors il m'a dit avec jamais l'assurance que ça donne quelque chose. Il l'a déjà fait et pas mal de fois, ça n'aboutit pas. Bon, voilà, il me dit, est-ce que tu connais Betty Mialet et Bernard Barrault? Et moi, Betty Mialet et Bernard Barrault, c'est des éditeurs enfin, je lis les auteurs qu'ils éditent depuis 20 ans. Ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est que le film qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est 37 le matin, qui a été une claque pendant mon adolescence, le film de Benex qui est adapté d'un auteur que j'adore et que je lis depuis toujours, Philippe Dian. Voilà, donc la lecture de 37 le matin de Philippe Dian avait été une claque vraiment dans mon adolescence et m'a donné envie d'écrire. Il se trouve que Betty Mialet et Bernard Barrault, ce sont eux qui ont édité ce roman-là et tous les premiers romans de Philippe Dian. Donc, quand Philippe Geluck m'a parlé de Betty Mialet et Bernard Barrault, j'étais très informé de qui ils étaient. J'étais donc évidemment très impressionné que ce soit eux qui le lisent en premier. 2 jours plus tard, ils m'ont rappelé, c'était pendant le premier confinement de l'année dernière, en me disant, on vient de lire votre roman, on veut l'éditer. Donc voilà, ça s'est passé de façon aussi incroyable que ça, aussi subite que ça. Voilà, j'ai donc jeté mes exemplaires de manuscrits que j'avais imprimés pour les éditeurs et on s'est lancé comme ça dans cette aventure. Donc voilà, ça a été un peu un espèce de feu d'artifice comme ça, c'était complètement dingue, quoi. Alors justement, comment arrive-t-on à créer un roman, un premier roman, avec comme héros un ex-marchand de glace? Comment est née cette idée d'un personnage totalement perdu entre 2 générations, mais en même temps avec un métier totalement improbable? Et d'ailleurs, dès le début de la rencontre avec cette femme également montre l'absurde de cette profession qui n'est plutôt pas commune dans le genre romanesque. Comment crée-t-on ce genre de personnage-là? Comment lui donne-t-on du Alors, coffre? pour le coup, c'était la volonté
de créer un personnage qui soit libre. Je sais pas, j'ai une image comme ça du vendeur de glace, ou en tout cas de ceux qui vendent leur nourriture comme ça dans des camions, qui ont une certaine liberté, qui peuvent, voilà, qui sont leurs propres patrons. Voilà, j'avais envie d'un personnage comme ça qui a des envies de liberté et qui est dans cette liberté-là parce que ça allait lui être enlevé ensuite dans l'histoire. Donc, voilà, après cette dimension de glace, moi, j'avais toujours devant mon, je sais pas vous, devant mon collège, enfin, c'était même avant ça, primaire et collège, ouais, un camion à glace devant l'école. Et donc, c'est pour moi une image assez nostalgique, agréable, qui renvoie à quelque chose comme ça voilà, enfin, un fantasme assez agréable. Donc, c'est comme ça qu'est née cette envie d'en faire un vendeur de glace. C'était surtout aussi en ayant un peu la vision de ce qui allait lui arriver. Voilà. Et donc, c'est pour ça aussi que ça se retrouve sur cette couverture, parce que je trouve que l'image d'un camion à glace, qui est quelque chose d'assez positif, nostalgique, bah là, il est un peu rouillé, ce camion. On sent qu'il s'est passé quelque chose, il y a quelque chose d'un peu inquiétant. Voilà, je trouvais que c'était un symbole qui représentait bien le texte. C'est vrai qu'il est inquiétant ce camion. Ouais, il est un peu inquiétant. Il aurait très bien pu se retrouver dans Ça le clown, par exemple. Ouais, c'est ça, un peu, ouais. Typiquement, c'est vrai qu'il est inquiétant. Avant de passer à la suite, on va peut-être raconter l'histoire pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre. Je ne sais pas si vous voulez le faire, Frédéric. Il ne faudra pas trop en dire Non, pour l'instant. allez-y, hein, je veux bien que vous le fassiez. Alors, c'est très simple. C'est l'histoire d'un homme, d'un marchand de glace, euh, qui va donc ne plus se rappeler d'un crime qu'il a commis, euh, qui va donc être convoqué par la police, assez, comment dire, assez surpris du crime qu'il a commis, sans savoir, donc il a véritablement un trou de mémoire. Et donc, on va le retrouver, après 13 années de prison, on va le retrouver donc dans différentes époques, présent, passé, futur. Euh, D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure de la structure du roman. Et on va le retrouver donc dans une autre vie, 20 ans après, avec une autre relation qui va donc dériver vers la révélation de ce secret-là, de ces années de prison, avec l'ex-femme qui l'a tué. On peut le dire Pas qu'il y a mal, eu un pas mal, meurtre. parce que c'est pas évident. Ouais. Il n'est pas si évident Non, c'est il est pas pas si évident. évident à pitcher. Marici, à toi. Oui, merci, bonsoir. Oui, moi, en fait, j'avais une question par rapport à tout votre passé cinématographique, enfin, qui est toujours d'actualité, mais voilà, toute cette expérience que vous avez. Est-ce que malgré tout, quand vous avez écrit le roman, il n'y avait pas une petite part au fond de vous qui l'imaginait en tant que film? Et est-ce que vous auriez envie d'avoir une seconde vie pour le roman et en film, en fait? Alors, personne ne me croit quand je dis que je n'avais absolument pas cette volonté enfin, que ça devienne un film un jour. C'était justement tout ce qui était agréable dans cet exercice pour moi. C'était que j'avais pas à penser à cette faisabilité. Justement, en parallèle de ça, on était en train d'écrire là, le premier long métrage, voilà, qui est une relation avec un producteur et qui donc, lui, est en permanence en train de penser à la faisabilité. Donc, il est tout le temps à taper sur l'épaule en disant attendez, cette séquence-là, bon, elle est bien, mais comment on va la faire? Est-ce qu'elle est vraiment pertinente, intéressante pour le film? Parce que voilà, elle a un certain coût. Vous faites une scène dans une gare, c'est beaucoup de figures. Donc voilà, il y avait tout. Il y a tous ces trucs-là dans l'écriture d'un scénario, mais qui est une contrainte hyper intéressante hein, pour écrire. Mais du coup, non, pas du tout. Là, pour le coup, je me suis lancé dans un roman en me disant que j'avais la liberté d'écrire ce que je voulais, de voyager dans les époques entre passé, présent, futur, ce qui n'est pas forcément hyper simple à faire en termes de production. Donc, non, j'avais pas l'idée, j'avais vraiment pas l'idée de l'après. Et puis, franchement, quand on écrit un manuscrit, on est déjà, on n'est pas, on se projette pas déjà dans l'étape de l'adaptation, on se projette déjà dans le fait d'être édité, ce qui est quand même déjà une bonne première étape et qui n'est pas évidente. Donc voilà, je me suis déjà dit que j'aurais du mal à être édité. Donc j'étais pas déjà en écrivant à me dire tiens, et si ça devenait un film, euh, pas du tout quoi. Non, j'étais vraiment sincèrement pas du tout dans cette démarche-là. Maintenant, si ça devait se faire, très bien, ce serait génial, hein. C'est évidemment une envie et voilà, on verra ce qui se passe. Mais...
Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que vous vous êtes mis des freins, entre guillemets, quand vous avez écrit ce roman-là et parallèlement, lorsque vous écrivez des scénarios, est-ce que l'écriture doit être différente? Est-ce que vous vous êtes mis des cadres particuliers pour respecter l'édition française, entre guillemets? Pas du tout. Alors encore une fois, cette espèce de moment d'écriture d'un manuscrit est un tel moment de liberté parce qu'on est seul face à son texte. Enfin, voilà, on pense même pas aux éditeurs qui vont le lire en écrivant. On imagine, enfin, voilà, c'est une étape sur laquelle on se projette pas forcément. Euh, voilà, du coup, je me suis pas mis de cadre, j'ai pas réfléchi des éditeurs à qui je voulais faire lire. Voilà, c'est assez instinctif, je crois, l'écriture. C'est difficile de penser même à la façon dont ça va être reçu, à la façon dont ça va être lu. Non, je me suis pas mis de cadre du tout. Même sur le style, j'ai l'impression que c'est marrant. D'ailleurs, les retours de lecture que j'en ai le définissent de façon assez différente. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a un format un peu hybride comme ça entre un roman suspense, un roman sur l'amitié, sur une histoire d'amour qui va exploser à cause d'un drame qui est arrivé 20 ans plus tôt et d'un secret qui va ressurgir. Donc il y a un côté un peu polar comme ça, il y a un côté bon voilà, il y a différents aspects comme ça qui je crois témoignent justement d'une volonté de pas me mettre de cadre. Par rapport à ça, est-ce que vous, par exemple, à un moment donné, vous avez peut-être écrit un chapitre en vous disant, ça c'est peut-être trop cinématographique. Est-ce qu'il y a eu ce genre Non, non. Alors, je Non? pense il y a forcément une déformation professionnelle un peu. C'est-à-dire que avant là, le long métrage que on a écrit avec ma co-scénariste, on a écrit des courts métrages. On a fait 5 courts métrages avant, donc on était déjà dans l'écriture de scénario. Donc forcément, je pense que donc voilà, il y a une espèce de background ou d'habitude d'écriture qui force à ce que les scènes soient un peu peut-être cinématographiques. Maintenant. Franchement, je n'en ai pas conscience en l'écrivant. Je ne sais pas si c'est le cas. Non, Très visuel. C'est extrêmement visuel. D'accord. Ben, vous me l'apprenez. Voilà, c'est difficile d'avoir du recul sur son propre texte. Maintenant, bon, voilà, après, il y a quelque chose d'assez proche entre le fait d'écrire un scénario et de le réaliser, parce qu'on est réalisateur. Voilà, on pense forcément aux images. Regarder un film, j'ai l'impression que c'est très proche de la lecture. Finalement, quand on lit, on a des images en tête. Quel que soit le roman, d'ailleurs, on se fait, voilà, on se fait une image des personnages. Donc, c'est assez proche finalement. Je trouve que les exercices, en tout cas entre la réalisation, la mise en image et l'écriture, sont un exercice assez proche comme ça. Je me suis d'ailleurs amusé, enfin pas amusé, mais j'avais une espèce de volonté de pas donner de physique à mes personnages. Enfin, en tout cas, la plupart d'entre eux. J'aime bien que le Ouais. lecteur se fasse comme ça son image d'un personnage. Et quand j'en parle avec différentes personnes, voilà, il y en a qui imaginent un petit blond, un grand brun. Et donc, c'est assez amusant comme ça de voir comment chacun se projette dans une histoire. C'est vrai, ça, Donc c'est voilà. vrai qu'il n'y a pas de caractéristiques physiques dans le Non, roman. Très, absolument très pas. Ouais. peu. Ouais. Ouais. Rita? Oui, bonsoir. Alors, bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Tout d'abord, merci pour votre présence aujourd'hui. Alors, de mon côté, j'ai lu votre livre et ce qui est certain, c'est qu'une fois qu'on l'a en main, on ne le lâche plus. C'est extrêmement addictif. Et donc, de mon côté, en tout cas, j'ai adoré. Vous avez un sens du détail tellement précis. Donc, c'est vrai que c'est très visuel, beaucoup de finesse. Et donc, effectivement, on ne le lâche plus. Alors, ma question concerne la construction du livre. Et je rebondis sur ce que tu disais, Anthony. Alors, Frédéric, vous alternez entre présent et passé, et ça, c'est assez commun, effectivement. Mais on a une dimension nouvelle qui est le futur. Donc, c'est une dimension d'ailleurs, que j'ai appréciée, que je trouve très intéressante. Pourquoi avoir fait ce choix d'ajouter cette dimension au présent et au passé? Et en sachant que Euh, les chapitres s'appellent ainsi, hein, présent, passé, futur, ce qui est ouais, plutôt exactement. rare. Ouais. Oui, ouais, alors j'avais presque hésité un moment, mais je crois que là, pour le coup, pour la clarté, pour pas qu'on se perde dans les différentes temporalités, c'était important de le notifier. Déjà, je suis très flatté de ce que vous dites de mon texte. Merci beaucoup. Euh,
cette volonté passé-présent était une volonté de départ. Je me suis moi-même j'ai moi-même été surpris à un moment par l'envie d'un futur, parce que peut-être, il arrive d'ailleurs au milieu du texte, je crois, donc il y a un moment dans l'écriture du manuscrit où je me suis dit, tiens, cette forme qui est peut-être quelque chose d'un peu classique, et si j'essaie de la complexifier un petit peu en ajoutant une dimension supplémentaire. Donc c'était un plaisir d'écriture qui, je l'espérais, allait devenir un plaisir de lecture, mais j'en étais pas certain encore à l'époque. C'était la volonté de rajouter une dimension supplémentaire, et puis je trouve toujours intéressant. Je trouvais que ça relançait c'était un moteur de plus à un moment du bouquin où voilà, je trouvais qu'il était important de rajouter une couche supplémentaire. Et puis ce qui était assez jubilatoire dans ces différentes temporalités, c'était qu'on ait presque une longueur un peu d'avance sur les personnages eux-mêmes, parce que parfois on sait ce qu'ils vont vivre quelques années plus tard, et donc parce qu'on a vécu le passé, et donc voilà, c'était un plaisir d'écriture, et c'était un espèce d'exercice comme ça de jonglage qui n'était pas désagréable au moment de l'écriture. Sandra? Oui, bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Merci pour la rencontre, Frédéric. Alors moi, je suis en cours de lecture du roman. Je suis un petit peu plus de la moitié. Il faut faire attention alors à ce qu'on va dire. Pardon, oui, mais je pense aussi qu'il faut faire attention pour ceux qui ne l'ont pas lu aussi. Ouais, exactement. Ouais. Voilà. Parce que mine de rien, on en apprend finalement petit à petit, mais assez vite. Donc, même ceux qui ont commencé, ça peut être sensible. Ouais. Je voulais revenir sur cette remarque qu'a fait Anthony tout à l'heure sur le camion de glace, sur le fait que ce soit un vendeur de glace. Moi, j'ai vu ça un peu comme une image de l'insouciance, enfin, un garçon qui était encore pas complètement sorti finalement de son temps de l'insouciance, et qui, avec cette accusation et cette condamnation, va finalement quitter le temps de l'insouciance brutalement. Je me suis posé la question, est-ce que c'est ce sujet-là qui vous intéressait particulièrement, ce passage justement peut-être de cette insouciance du passé que l'on découvre, et finalement cette perte brutale de l'insouciance, ou est-ce que c'était un tout autre sujet? Est-ce que c'était écrire un polar par exemple? Est-ce que c'était écrire sur un criminel? Voilà ma question. Alors, c'est une question pertinente parce que alors non, la volonté n'était pas d'écrire un polar, la volonté n'était pas même spécialement d'écrire un roman à suspense, en tout cas dans les volontés de départ. Ce qui m'intéressait, c'était ce personnage, en effet. C'était enfin, en effet, cette insouciance-là, brisée, était le thème presque qui a motivé mon écriture. Je suis quelqu'un d'assez nostalgique. Et donc, forcément, ça s'est un peu imprégné comme ça dans le texte. Je me suis dit, cet homme qui est en train de vivre une vie de trentenaire, qui est bercé d'illusions, comment il vivrait d'un coup si sa vie basculait en une soirée. C'est en plus un crime dont il ne se souvient pas. Ça, je peux le dire parce que c'est au départ. Et donc voilà, comment il va accepter cette culpabilité, comment il va faire le deuil de son innocence, comment finalement il va en étant parti sur le départ d'une vie assez saine, une relation avec ses parents qui est assez saine. Voilà, c'est un personnage qui est assez sain, et je trouvais intéressant de le confronter justement à ce drame. Donc c'était vraiment partir du personnage. Toutes les histoires, en tout cas, même pour un scénario, sont motivées par la façon dont le personnage va réagir aux situations. Donc voilà, la volonté, c'était surtout ça, plus que de parler d'un criminel, plus que de parler. Ce qui m'intéressait, c'était la relation amoureuse, comment une relation amoureuse survit à un secret qui ressurgit comme ça. Je trouve d'ailleurs que c'est un sujet plutôt d'actualité, avec des histoires qu'on voit un peu ressurgir. Je trouve ça, moi, assez fascinant. Je me dis comment on se positionne quand on est le proche de quelqu'un comme ça, qui est un secret qui est ressurgi, quelque chose de terrible qu'il a fait dans son passé. Donc voilà, c'est ces motivations-là de personnages, de thématiques qui sont les thématiques du couple, de l'amitié, de l'insouciance d'un passé, qui va être des trucs qui ont motivé mon écriture. Plus que l'envie de faire un polar ou de raconter l'histoire d'un criminel. Je suis un tout petit peu moins là-dedans, en tout cas dans la volonté de départ de l'écriture. Céline?
Oui, bonjour. J'avais une Bonjour. première question, mais auquel vous avez partiellement déjà répondu. C'était effectivement sur ce mélange des genres que j'ai particulièrement apprécié dans votre roman, puisque voilà, on a un petit peu de polar avec ce meurtre dont on connaît déjà la résolution, même si les circonstances sont troubles. On a les secrets de famille, on a une histoire d'amour. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses, et j'ai trouvé ça agréable de ne pas basculer dans l'excès d'un genre. Enfin, voilà, on lit beaucoup de polars, et là il n'y avait pas trop de gore, pas trop d'enquêtes tordues, les romans d'amour sans tomber dans la mièvrerie et tout, donc enfin, voilà, il n'y a pas de question, mais c'était juste pour souligner cette Ouais, originalité c'était que complètement j'ai. ça. Ouais, c'est motivé aussi par moi. J'aime lire du polar, mais je lis aussi beaucoup de romans voilà, dans un genre moins marqué. Euh, voilà, c'était presque, je freinais presque un peu des cas de fer dès que ça ressemblait trop à une enquête avec. Bon voilà, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de policier. D'ailleurs, il y a pas d'enquête de police. C'est plus une espèce de quête intime. Ce qui m'intéressait, c'était voilà, les interrogations de ce personnage et comment il allait vivre la situation, plus qu'une enquête ou quelque chose comme ça qui m'intéressait moins dans l'écriture. Voilà, content que vous ayez trouvé ces différents plaisirs de lecture. Enfin, vraiment, c'est le point fort, parce que j'ai trouvé ça original de ne pas pouvoir le mettre dans une case, et je déteste mettre les choses dans des cases, donc ça m'a bien arrangé. Bon, ouais. Et j'ai quand même une question, du coup, c'est par rapport au temps. Alors, on a évoqué la construction des chapitres passé, présent, futur que vous avez fait, mais il y a aussi le titre de votre roman qui fait écho directement à la notion du temps. Et puis, une théorie qui revient plusieurs fois et qui ne spoile rien du tout, donc je me permets de l'évoquer, sur la perception du temps qui doit être liée non pas aux secondes qui s'égrènent, mais aux émotions. Et c'est vrai qu'on est tous d'accord pour dire que quand on est heureux et qu'on vit un bon moment, le temps passe vite. Par contre, quand on s'ennuie, ça devient une éternité. Et que voilà. Et donc, je voulais savoir si c'était un questionnement que vous aviez en vous. Enfin, voilà, pourquoi on retrouve à ce point la notion du temps présente dans tous les aspects de votre roman. Alors, c'est assez marrant, en tout cas, je me suis absolument pas rendu compte que j'écrivais en tout cas un roman sur le temps ou sur la façon dont le temps passe et sur la marque qu'il peut laisser, ça m'est apparu par des retours de lecture. Alors après, moi, je l'explique de façon assez simple. Je crois que je sais plus qui j'entendais dire qu'on écrivait par névrose. Si j'en ai une, c'est que j'aime tellement la vie que je suis très angoissé par la mort. Et donc, je crois que c'est pas anodin que ce soit, voilà, que ça se dissémine comme ça dans le texte. C'est un personnage qui lui aussi a peur du temps qui passe, qui a d'ailleurs peur de la routine. C'est un thème aussi qui important pour moi. Il a peur de cette routine parce que pour lui, des jours voilà, enfin, il sait déjà plus que personne parce qu'il a vécu les années de prison, la valeur du temps. Et voilà, il sait que des journées qui se ressemblent, c'est une vie qui défile plus vite. Donc il se bat contre ça. Enfin voilà, ça c'est des thématiques qui me sont chères, même dans ma vie personnelle. Je dois confesser que j'ai agi parfois avec l'excès du personnage dont il parle au début, de proposer, enfin de dire à sa compagne qu'il faut changer de place dans le lit, parce que voilà, ça permet de voir la pièce d'un autre angle et que ça change. C'est insupportable d'être toujours au même endroit, de voir toujours les mêmes choses. Bon voilà, moi c'est quelque chose, c'est un combat qui est presque quotidien pour moi, ne serait-ce que même dans le choix de l'écriture. Écrire, voilà, c'est pouvoir aller dans tous les lieux, dans toutes les époques. Voilà, c'est avoir des journées toujours différentes. Donc oui, mon personnage sur ces points-là me ressemble un peu. Je trouve, il y a cette scène qui m'a toujours marqué dans le cercle des poètes disparus, quand le professeur invite ses élèves à monter sur les tables pour voir la pièce différemment. Et ça, c'est des choses que je trouve importantes à appliquer au quotidien. Enfin voilà, moi je me surprends souvent à changer les meubles de place, à tout faire pour donner un peu de relief aux journées pour qu'elles se ressemblent pas. Surtout en ce moment. Ouais, surtout en ce moment, exactement, où on est un peu enfermé, où il n'y a pas de bar, mais ouais, moi, je fais en sorte de pas m'asseoir tous les soirs à la même place à la table du dîner, parce que voilà, on en vient à plus se rendre compte de ce qu'on fait. C'est le principe un peu presque quand on décore, on décore sa maison, voilà, on choisit la peinture
avec comme ça précision. On choisit des belles plantes, on choisit des petits meubles qui nous plaisent. Pendant une semaine, c'est un bonheur parce qu'à chaque fois qu'on rentre, je dis, ça me plaît et tout. Et puis au bout d'un mois, au bout d'un an, on voit plus les meubles qui nous entourent, on voit plus les bibelots qui nous entourent, on voit plus toutes ces choses qu'on avait choisies avec soin. Et moi, ça, c'est un truc qui me terrifie. Le cerveau intègre tellement les choses habituelles que il faut s'efforcer comme ça de les balayer. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je suis quelqu'un d'assez angoissé par le temps, et par la routine et par toutes ces choses-là. Donc c'est pas pour rien, je pense que ça se retrouve dans le texte. C'est vrai que ces scènes-là de petites habitudes sont assez savoureuses, notamment la place du grand-père qui pendant 40 ans occupe la même place à table et qu'on ne veut plus voir que le personnage justement se met à sa place une fois et le grand-père devient furieux parce qu'on a changé son habitude. Vraiment pour le coup. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que ça m'est aussi arrivé et je pense qu'on est nombreux à avoir eu cette anecdote. En tout cas, je me suis reconnu aussi là-dedans. Noémie? Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Alors c'est bien, ça va se transformer en groupe de parole ici. Vous êtes en train de me coller un bourdon monstrueux. Moi aussi, je m'assois toujours à la même place le soir. Je suis en train de faire des cartons de déménagement. J'ai des bibelots partout. Je dois dire que je les vois bien, mes bibelots en ce moment, donc tout va bien. En termes de... Alors, on parlait tout à l'heure de l'insouciance du marchand de glace. Moi, je voudrais quand même signaler qu'il y a quelques années, Adeline Dieudonné avait sorti un roman qui s'appelait La vraie vie, où elle faisait exploser la tête du marchand de glace avec son siphon de bombes chantilly. Je ne sais pas ce que vous avez avec les marchands de glace, mais merci, vous mettez fin vraiment à mon innocence, à mon enfance. C'est moche ce que vous faites, les auteurs. Désolé, on est chargé de nos névroses sur les lecteurs, ça fait du bien. C'est pas cool du tout. Moi, j'avais une question. Alors, c'est pas tant une question une réflexion. On parlait tout à l'heure vraiment déjà longtemps du mélange des genres, du polar, du suspense, du roman d'amitié, etc. Moi, je voulais plutôt m'interroger sur la question de la dimension amoureuse dans le roman. La compagne d'Émile a une place importante dans sa vie. Il se pose la question de savoir si elle peut supporter ce qui s'est passé, etc. Enfin, j'essaye de ne pas trop en dire. Il y a aussi une scène très touchante avec ses parents à lui, qui l'observent sans qu'il sache qu'il est là. Est-ce que c'était une dimension importante pour toi à traiter dans ce roman, la question de l'amour, de la solidité du lien amoureux face à une telle situation? Enfin, je ne sais pas. C'était presque plus important pour moi, franchement, que le suspense, que la mécanique, comme ça, bien huilée. Vraiment, franchement, c'est ce qui a motivé mon écriture. Moi, c'est ces scènes-là qui me... que j'ai plaisir aussi à écrire. Maintenant, je ne doute pas mon plaisir comme ça à construire un récit qu'on a envie des pages qu'on a envie de tourner pour aller à la fin et découvrir la fin. Maintenant, complètement, c'est ces scènes-là, c'est ces scènes d'amitié, d'amour qui ont vraiment motivé mon écriture. Et c'était la volonté de mettre ce personnage dans cette situation dramatique. C'était parce que c'était le plaisir de savoir comment les personnages, les proches allaient réagir, comment ses amis allaient se positionner, comment les parents comment on accepte que son enfant ait commis l'irréparable. Enfin voilà, c'était vraiment motivé par les personnages. Je crois de façon très inconsciente, j'ai fait en sorte que les personnages soient au centre, peut-être plus encore que cette mécanique de passé, présent, futur et de suspense. Donc, je suis toujours assez touché quand on me parle de ces scènes-là, parce qu'elles sont importantes et elles ont été fondatrices dans mon envie d'écrire ce roman. Donc, complètement, c'était une envie de départ. Sylvie? Oui, bonsoir Frédéric, bonsoir tout le monde. Je vais rebondir un petit peu sur tout ce qui s'est dit déjà. Les premiers chapitres, je me suis demandé dans quel genre de livre je m'embarquais. J'avais envie de tourner les pages, mais j'étais un peu déstabilisée parce que je ne savais pas où j'allais. Et en fait, moi, j'ai beaucoup apprécié le personnage central et je trouve que c'est une belle métaphore de l'arrivée à la cinquantaine. Alors, on n'a pas tous des cadavres dans le placard, hein, fort heureusement, mais les questionnements qui sont dans ce livre
je trouve qu'ils sont, voilà, ce sont les questionnements fondamentaux qu'on a quand on a déjà fait pas mal de choses dans sa vie et qu'on se demande un petit peu où on va aller après. Voilà. Donc, je voulais savoir si c'était, voilà, si ça faisait partie du thème aussi. Oui, oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis cet homme de 50 ans qui est déjà angoissé d'avoir, voilà, pas vécu assez de choses, de ne pas donner assez de relief à sa vie, à ses journées. J'ai l'impression que d'avoir pu écrire sur un personnage comme ça de 50 ans parce que, franchement, je ressens les mêmes angoisses de temps qui passe. J'imagine que d'arriver à 50 ans, à 60, à 70, va générer les angoisses que j'ai maintenant, de temps qui passe vite. J'ai 35 ans, je me dis déjà, j'ai l'impression d'en avoir 10 de moins. Donc qu'est-ce que je peux faire pour essayer de ralentir ce temps qui passe? Donc voilà, je suis content que vous puissiez trouver qu'il y ait quelque chose d'universel là-dedans. Oui, l'angoisse du personnage, je la partage en tout cas. Précise que vous n'avez pas 50 ans, Frédéric. Hein, pas loin, j'en ai 35. Oui, une sorte de Benjamin Button, on est d'accord, hein, c'est ça? Ok. Vous nous avez fait peur avec cet âge. On ne comprenait pas là. Nicole. Bonsoir. Alors moi, je n'ai pas lu votre roman. En fait, il était même un petit peu passé sous mes radars, je l'avoue. Donc, j'ai cédé à la curiosité de cette rencontre. Donc, je ne vais pas vous parler du tout de votre texte. En fait, ma question porte sur, puisque vous aviez l'habitude d'écrire sur d'autres formats, quelles ont été les difficultés éventuelles rencontrées lorsque vous vous êtes frotté à ce format du roman, en fait? Alors, la première difficulté, c'était la difficulté de la solitude. J'ai toujours été habitué à travailler en duo, d'avoir des retours, voilà, soit d'un producteur, soit donc d'avoir des retours comme ça à toutes les étapes d'écriture, ce qui aide parfois à construire un récit parce qu'on vous pousse dans vos retranchements, on vous pose des questions, tiens, on envoie les versions intermédiaires. Donc la première chose, c'était se heurter à cette solitude, cette longue traversée solitaire qu'est l'écriture d'un roman. C'est des mois entiers avec des personnages, c'est arriver au milieu du texte, comme ça, après des mois de travail, on se dit est-ce que j'ai envie de raconter cette histoire, donc se heurter aussi après la solitude au doute. Est-ce que voilà, donc c'est peut-être le plus compliqué, c'était ça. La différence, elle était là, elle était il faut, c'est un peu un saut dans le vide. Chaque jour, voilà, là, je suis en train d'écrire là un nouveau texte. C'est pareil, c'est les mêmes questionnements. C'est est-ce que je me lance dans la bonne histoire? Je vais passer un an à écrire cette histoire. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que Après, c'est aussi, ça fait partie de l'adrénaline de l'écriture et c'est ce qui finalement, je pense, c'est ce qu'on recherche, c'est cette mise en danger permanente. Mais voilà, en tout cas, l'écriture d'un roman a toutes ces frayeurs-là qui sont aussi des joies. Donc, c'est un drôle de mélange. Je reviens sur la notion temporelle dont on parlait tout à l'heure. Pour une heure oubliée, le titre est extrêmement important. Ça fait partie de ce moment d'égarement, de basculement d'une vie qui peut être en une seconde, en une minute, mais là, pour le coup, c'est en une heure, voire moins. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir donné cette dimension-là, temporelle, mais de manière extrêmement rapide, extrêmement courte? Est-ce qu'une vie peut vraiment basculer en aussi peu de temps? Alors oui, je le pense. Pour l'avoir vécu, oui, ça peut. Oui, chaque choix qu'on fait, j'ai l'impression, mais moi je trouve c'est ce qui est assez génial, ça fait assez peur. Et ce qui est assez génial, c'est que chaque choix qu'on fait, donc à chaque seconde, détermine un avenir complètement différent. Il y avait un film comme ça, je me souviens plus qui avait fait ce film, mais je sais pas si vous l'avez vu, d'une femme qui. Alors on voit la vie en parallèle de la même femme. Qui court pour attraper son train, et il y a une dimension qui est si elle a réussi à rentrer dans le train, et l'autre dimension qui est qu'elle arrive juste, elle n'arrive pas à rentrer dans le train au dernier moment. Et on voit en parallèle donc les deux récits comme ça
de ce que va être sa vie, et sa vie va être complètement différente par le simple fait qu'elle n'ait pas pris ce temps-là. Et moi, c'est quelque chose que je pense un peu au quotidien. Voilà, c'est bon. Après, j'ai l'impression d'être en thérapie. Je suis désolé, mais en tout cas, bon, ouais, c'est un peu ça. Oui, je pense qu'une vie bascule selon les choix qu'on fait. Là, il fait le choix d'aller avec cette femme dans cette pièce. Il fait le choix de se laisser séduire. Ça va déterminer les 20 prochaines années. Voilà, je trouvais ça assez génial qu'une heure suffise à définir sa vie entière. Et c'était voilà, c'était un exercice assez génial aussi de raconter les 20 ans de conséquences de cette petite heure qu'il a vécue. Sandra? Je me disais à l'instant, finalement, vous ne croyez pas à la notion de destin dans ce cas-là, ou si, justement, voilà, c'est un petit peu complexe finalement de se dire que chaque choix, parce qu'il y a l'idée du choix quand même. L'idée du choix, ouais. Ouais. Alors, je ne suis pas le destin. Je ne crois pas beaucoup peut-être au destin, non. Je ne me suis jamais posé la question, mais je me rends compte que non. Non, quelque chose soit écrite. J'ai du mal à y croire. J'ai l'impression que tout est régi par des choix et que l'histoire s'écrit chaque jour pour chacun de nous. Je trouve ça presque même un peu rassurant de se dire que on tient en main notre existence et que c'est chacun de nos choix qui régissent ce que sera notre vie. Oui, non, je crois pouvoir répondre que non, je ne crois pas vraiment à la destinée, au fait que tout soit écrit. Non. Mariti? Oui, moi du coup, j'aurais aimé savoir si ça vous avait donné envie d'écrire d'autres livres ou si vous dites oula, pas du tout, je retourne au scénario classique que j'ai déjà fait. Alors non, moi j'ai pris énormément de plaisir à l'écrire et je prends énormément de plaisir à écrire là un autre texte. C'est vraiment, bon, c'est un plaisir un peu masochiste pour toutes les choses dont je vous parlais, voilà, de ce saut dans le vide, de chaque jour. Écrire, c'est quand même prendre le risque de passer un an sur un texte qui sera pas édité, même, voilà, ou qui sera mal reçu, donc mais ça reste quand même un plaisir. Enfin, je suis pas complètement fou de m'imposer des choses qui me font trop de mal, mais c'est un plaisir particulier. Je trouve hyper intéressant le livre de Lionel Duroy qui est paru chez Mialet Barreau Éditeur. Là, il parle hyper bien de ça, de ce saut dans le vide, du fait qu'on est des éternels insatisfaits, et que si on était satisfait d'un texte qu'on termine, on n'en ferait pas un deuxième. Donc voilà, c'est un plaisir ambigu, mais c'est un plaisir quand même. Rita? Oui, alors on a parlé effectivement de l'insouciance, le temps qui passe. Vous commencez votre livre avec une phrase de Marcel Pagnol. Je la lis peut-être pour les personnes qui n'ont pas de livre. Telle est la vie des hommes, quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. Donc c'est une très belle phrase d'ailleurs. Pourquoi avoir choisi de commencer avec ça? Est-ce que c'est pour appuyer un petit peu cet aspect d'insouciance qu'on retrouve avec Émile et puis le temps qui passe surtout? Ou est-ce que c'est un choix lié à d'autres faits? Alors, c'est un choix qui est régi par différentes choses. C'est une phrase qui me touche particulièrement, que je trouve assez vraie. Alors, elle est assez terrible, mais en même temps, voilà, on découvre la difficulté de la vie en la vivant. Enfin, voilà, l'insouciance de l'enfance se gomme forcément avec le temps, et donc on doit apprendre à vivre avec le réel, en fait, qu'on nous cache un peu dans notre enfance. Donc je trouve cette phrase assez bouleversante, et c'est une phrase, mes parents m'avaient lu pendant des veillées comme ça, pendant des semaines, des mois entiers, La gloire de mon père, Le château de ma mère de Pagnol, et c'est des lectures qui ont marqué vraiment mon enfance et qui ont été aussi assez fondatrices, je crois, dans les choix de métier que j'ai fait.
je trouve ça assez génial avec le recul qu'ils aient fait ça. J'étais enfant, très jeune adolescent, et ils nous ont fait suivre ça comme une série un peu Netflix de maintenant. On lisait des passages entiers comme ça de l'histoire, et ça s'arrêtait, et on reprenait le lendemain. Donc on était tenu comme ça par ce texte de Pagnol qui m'a vraiment marqué. Donc c'était aussi une manière de rendre hommage à ces lectures-là et à cet auteur que j'adore. Et puis je crois que ça parle aussi pas mal de cette histoire-là. Donc voilà, je trouve que c'est une phrase à mettre en exergue intéressante pour ce moment. Sylvie, ou ça a déjà été répondu? Oui, bah, ma question, c'était savoir quels étaient les auteurs qui vous avaient marqué dans votre vie. Voilà, donc là, vous avez déjà évoqué Pagnol. On a eu 37.2 tout à l'heure. Voilà, c'était... Ça fait partie en tout cas de ceux qui m'ont donné envie d'écrire, dans des styles d'ailleurs très différents, mais je trouve que justement Pagnol a cette force de planter un décor, de décrire enfin voilà, cette garrigue là dans laquelle ils évoluent. On peut sentir les odeurs, je trouve ça assez fou de réussir à écrire en faisant naître un imaginaire comme ça dans l'esprit des lecteurs. Donc vraiment, ça m'avait marqué ces 3 romans-là, et ceux que j'ai lus ensuite, Le Temps des Secrets. Enfin, voilà, tous ces romans sont quand même assez dingues. Et Philippe Dian, moi, tous ses premiers romans, je trouvais qu'il y avait une liberté de ton, et puis un sens je sais pas, il a toujours une façon de voir la vie qui donne envie de voir la vie comme il la voit lui. Enfin voilà, c'est un peu ça que ça m'avait frappé. Je m'étais dit, mais je trouve qu'il donne envie de vivre, il donne envie de vivre la vie intensément. Donc ça a été, voilà, ça a été les auteurs. Il y en a plein d'autres, mais Sagan aussi a été une auteure que j'ai adoré lire et que j'ai lu un certain sourire que j'avais pas lu d'elle il y a pas longtemps. Je trouve que c'est assez génial de réussir à faire un roman avec rien, et que c'est presque, enfin, tout est génial. Elle marche dans la rue et elle arrive à le raconter d'une façon qui est assez incroyable. Donc voilà, c'est des auteurs assez marquants qui m'ont donné envie d'écrire. Par rapport au travail éditorial, comment, alors le roman a été plutôt bien reçu puisque Mireille Barrot l'a édité, mais comment avez-vous travaillé ensuite? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de corrections, ou au contraire, Mireille Barrot l'a pris tel quel parce qu'il n'y avait pas forcément grand-chose à retoucher? Alors, c'est très agréable de travailler avec eux parce qu'ils donnent une place importante à l'auteur. Je crois que c'est aussi un peu ce qui a motivé le fait qu'ils montent leur boîte d'édition, parce qu'ils ont une vision très particulière de la relation avec l'auteur que j'ai découvert du coup en travaillant avec eux. La première fois que j'ai rencontré Bernard Barrot, il m'a dit je vais vous parler des retravails d'écriture. Maintenant, tout ce que je vais vous dire, vous pouvez me dire que vous n'êtes pas d'accord et on ne changera pas une virgule de votre texte. Donc, c'est aussi sûrement une manière assez habile de faire accepter des retouches. Mais en tout cas, voilà, ils ont ce regard-là sur les auteurs qui est assez incroyable. Partant de cette discussion-là, oui, il y a eu des retravails qui n'étaient pas des gros travaux de réécriture, mais qui étaient d'approfondir la relation d'amitié, qui n'était peut-être pas assez encore incarnée dans une première version. C'était de travailler la caractérisation de ce personnage de journaliste, qui était peut-être pas assez aussi existante. Enfin voilà, ça a été ces choses-là. Ça a été un mode de retravail comme ça. Suite à leurs remarques, j'étais assez d'accord avec eux d'ailleurs. Ils ont un bon œil en termes de retravail. Donc voilà, ça a été principalement ces choses-là. Et la structure était déjà existante, j'imagine? La structure n'a pas bougé du tout. Pour le coup, les paragraphes sont restés exactement tels qu'ils sont maintenant. Ça a été plus d'un travail de caractérisation, d'incarnation sur certains personnages. Voilà. Merci. Sandra? Oui, alors justement, sur la structure, je me suis posé la question au fur et à mesure de la lecture, comment vous aviez travaillé? Est-ce que vous avez travaillé distinctement le passé, le présent et le futur? Ou est-ce que vous avez
assez vite construit finalement, progressivement dans l'écriture, l'alternance passé-présent. Comment vous avez travaillé véritablement? Ça a été une question vraiment dans les premiers paragraphes. C'était tentant d'écrire le passé d'un côté, le présent de l'autre, et ensuite le futur, mais qui est venu ensuite. Mais finalement, très vite, ce qui s'est imposé, c'était que le plaisir de cette écriture-là, c'était de jouer sur la relation entre le passé et le présent. Dès qu'on saute d'un paragraphe à l'autre, il y a des choses qu'on sait déjà parce qu'on les a vues dans le passé. Donc, en fait, assez rapidement, j'ai construit le texte directement en oscillant entre passé et présent. Parce que je crois que ça participe au plaisir de lecture. Voilà, au moment de la rencontre, on assiste à la rencontre entre le personnage principal et celle qui sera sa compagne dans le futur. Donc, alors qu'on sait déjà quelle est la teneur de leur relation des années plus tard. On sait qu'il se trouve anéanti par la routine. Enfin, donc, je trouvais ça assez amusant de construire un texte en faisant comme ça, en installant un jeu de miroir comme ça entre les deux. Donc non, ça s'est imposé assez vite. Et c'est très bien réussi parce que c'est extrêmement fluide. On ne se rend même plus compte finalement de l'époque à laquelle on est. Ça aurait pu être très alambiqué, très étrange, et au final, c'est extrêmement fluide. Ouais, c'était un vrai doute. Ça, parmi les doutes, à un moment dans l'écriture, je me suis dit, oh là là, mais là, plus personne, notamment quand j'ai rajouté le futur, je me suis dit, mais plus personne va s'y retrouver. Comment on va faire pour savoir où on en est, de leur relation, Donc ça a été j'étais content d'apprendre, en tout cas dans les premiers retours de lecture, que peu, voire pas de gens se perdaient dans ces temporalités, parce que c'était une de mes terreurs. Sur ce texte-là, je me suis dit vraiment, ce serait dommage qu'on me dise à la fin, franchement, on est paumé, ça aurait été un enfer. Donc je suis content de l'entendre dire. Quant au choix des personnages, pourquoi Émile? D'ailleurs, à chaque fois que j'ai lu ce prénom-là dans ma tête, c'était Émilie. C'était pas évident de. Émile, pour moi, est un prénom plutôt désuet. Mais est-ce qu'il a une histoire avec vous? Alors, pas du tout. Je fais toujours en sorte d'écrire des histoires et on s'applique à faire la même chose quand on écrit un scénario avec mes co-scénaristes. De mettre des personnages de gens, des prénoms qu'on n'a jamais croisés dans notre vie, parce que j'ai toujours du mal à écrire en entendant, je sais pas, un prénom que je connais trop et qui du coup me met des images en tête et qui me perturbe un peu à l'écriture parce que je suis toujours, ça me pollue un peu, donc je fais toujours en sorte de trouver des prénoms comme ça donc Émile, j'ai pas croisé d'Émile. Sandra, j'en ai plus croisé pour le coup, mais moins souvent, étonnamment, dans notre vie personnelle, en tout cas, de proches. Donc voilà, c'est toujours des choix un peu comme ça, par défaut, presque. Oui, dans le chat, on voit d'ailleurs la référence à Émile Louis. En effet, elle n'est pas forcément très juste, mais oui, les Émile qu'on connaît ne sont pas forcément des bonnes personnes. Rita? Oui, alors je reviens juste peut-être en complément à la question qui a été posée par Sandra par rapport à la construction du livre. Donc en fait, on a énormément de rebondissements et c'est le cas tout au long de l'histoire, d'ailleurs jusqu'à la dernière page. Est-ce que ces rebondissements, enfin ces éléments clés en tout cas, vous les aviez en tête un petit peu dès le début, ou est-ce que c'est venu un peu au fil de l'eau, au fur et à mesure que vous avanciez en fait dans l'écriture, y compris la fin que nous n'évoquerons pas bien entendu, mais est-ce que c'est quelque chose aussi que vous aviez en tête? Alors pas du tout, j'avais pas du tout en tête. C'était vraiment un peu comme la construction d'un puzzle, comme ça j'avançais au fur et à mesure en essayant une pièce pour voir si elle rentrait. Je fais bien si ça, qu'est-ce que ça va déclencher sur les autres temporalités. Donc non, vraiment, je me suis laissé surprendre à chaque fois en me disant, tiens, ce serait pas mal si ça avait un lien avec ça, que cette personne-là était en lien avec l'autre personne. Enfin, vraiment, c'est venu au fur et à mesure et c'est ce qui était hyper agréable dans l'écriture d'une histoire comme ça, c'est qu'on se laisse un peu surprendre et emporter par l'histoire, par les possibilités assez multiples qu'elles offrent. Donc voilà, il faut faire des choix. Mais non, c'est venu au fur et à mesure.
Comme d'ailleurs, je n'ai pas fait de plan du tout en me disant comment finirait l'histoire et donc comment il fallait que je la construise. Bon, je m'y suis mis à la moitié du roman. Il y a un moment où je m'y perdais un peu trop dans les années, parce que le temps évolue dans le passé. Donc, c'est plusieurs années sur le passé, plusieurs années dans le présent. Et donc, il fallait pas se perdre dans les âges et tout. Donc, il y a un moment, j'ai quand même posé les choses avec un petit tableau Excel, avec le passé, le présent, les dates, pour savoir quels âges avaient mes personnages, s'ils avaient 43 ans, 47 à ce moment-là, ou 52. Ça devenait un peu compliqué à un moment de pas faire de plan, donc j'ai dû m'y obliger à un moment. Mais voilà, non, sinon, le reste est venu au fur et à mesure. Donc, y compris en fait finalement la fin qui a été décidée. Y compris la fin qui a été décidée, ouais, complètement. Et il fallait qu'elle colle quand même avec le reste du récit. Donc dans ces cas-là, on fait des retours en arrière dans le texte et on retravaille des choses pour que ça colle, bien sûr. Mais ouais, c'est présenté comme ça. Qui dit tableau Excel dit Céline, c'est à toi. La transition la plus pourrie de l'histoire. J'ai une question. On n'a pas beaucoup évoqué le passage en prison du personnage principal, qui évidemment, j'imagine, heureusement pas d'expérience personnelle sur le sujet, mais on comprend bien qu'il marque un homme à vie. Et j'ai trouvé ça, encore une fois, sans expérience, très juste, la manière dont il gère ses années d'enfermement, sa relation avec un codétenu avec qui, sur le papier, il n'avait aucun point commun. Et cette amitié assez fraternelle qui se développe dans ces circonstances. Est-ce que vous avez fait des recherches? Est-ce que vous avez échangé avec des personnes qui l'ont vécu? Ou est-ce que vous avez simplement, peut-être aidé par le confinement ou autre, réussi à vous projeter dans une situation d'enfermement pareille pour arriver à le transcrire? Alors pour le coup, non, pas du tout. Je me suis pas mis en rapport avec qui que ce soit, avec un prisonnier ou quelqu'un qui aurait vécu cette expérience-là. Je l'ai simplement imaginé. Après, on imagine assez simplement ce que peut déclencher un enfermement aussi strict. Surtout, encore une fois, pour un personnage qui était vendeur de glace, qui avait une vie et qui est claustrophobe. Donc, non, c'était pure imagination. Et donc, je suis content que ça puisse sonner juste. Je n'ai pas eu le plaisir de vivre des années de prison. Vous n'avez fait aucune documentation, aucun non, pas du tout. Pas du tout. Non. C'est fort alors, c'est très fort. C'est encore plus fort. Combien de temps avez-vous mis à écrire ce roman, Frédéric? Alors, l'écriture s'est étalée sur une année. Alors, tout en travaillant sur les autres projets, donc projet de long métrage, projet de théâtre à côté. Donc voilà, ça s'est étalé sur un an, sans que ce soit au quotidien, ou alors en tout cas en organisant un peu les horaires pour que ça colle. Mais ça s'est étalé sur l'année 2019 et début 2020. Et voilà, ça s'est signé pendant le premier confinement en mars de l'année dernière. Alors j'imagine que vous avez inventé de nombreuses histoires depuis longtemps. Comment vous vient cette imagination, le foisonnement à chaque fois des scénarios ou maintenant des livres, parce que j'imagine que vous n'allez pas vous arrêter là, et on l'espère. Comment vous vient cette imagination? Qu'est-ce qui déclenche cela? Est-ce que c'est un fait divers? Est-ce qu'une situation que vous pouvez connaître de manière amicale ou familiale? Qu'est-ce qui déclenche le fait créateur? C'est compliqué de savoir quand on a une idée. Là, pour le coup, on est toujours un peu à la recherche quand on écrit de sujets, d'histoires. On note plein de choses sans savoir si nous aurons un intérêt ou pas pour une histoire sur des récits assez longs comme ça, qui sont un roman ou un scénario. Là, pour le coup, j'avais vu un fait divers d'un homme qui avait tué sa femme pendant une crise de somnambulisme. Et j'avais été frappé par ce fait divers parce que je m'étais dit, mais comment on fait pour accepter sa culpabilité quand on a tué pendant son sommeil, quand on a commis l'irréparable comme ça, et puis comment on fait le deuil de son innocence. Ça m'avait vraiment frappé. Je m'étais dit, tiens, ça peut être un point de départ pour un roman, en tout cas pour mettre un personnage un peu dans la panade comme ça. Je trouvais ça intéressant. Après, on se lance dans l'écriture comme ça
en ne sachant pas si ça tiendra sur le long terme. Mais en tout cas, voilà, c'est être à l'affût toujours d'histoires qu'on me raconte, que je note, et puis qui un jour prennent une importance un petit peu plus longue, comme ça, pour un récit. Là, en l'occurrence, c'était voilà, la lecture de ce fait divers-là. Et puis ces questionnements de me dire comment moi je me positionnerais si ma compagne m'annonçait après des années qu'elle avait commis l'irréparable 20 ans plus tôt. Enfin voilà, ces questionnements-là m'intéressaient. Je me suis dit, tiens, mais comment un couple survit à ça, comment une histoire d'amitié survit à ça, comment le rapport à ses parents survit à ça. Voilà, je trouve que c'était des questionnements intéressants à développer. On va peut-être lire un petit extrait, Frédéric, oui, et on passera la parole après à Sandra et Céline. J'ai choisi un petit passage justement qui décrit, je trouve, cette relation assez fraternelle qu'il a avec ses amis, donc que sont les personnages de Paul et Mané, qui viennent le voir quand il est en prison, qui viennent le voir au parloir, et on sent ce lien qui les unit. Voilà, alors attendez. Et on a oublié de dire d'ailleurs que les deux amis connaissent la vérité avant sa femme. Hein. Ils connaissent la vérité parce qu'ils étaient là le soir du drame et que du coup, ils ont accompagné leur ami pendant toutes les années qui ont suivi, de la prison à la reconstruction. Le fameux Club Med. Le Club Med, oui. Pour parler de la prison, ils ont un code convenu entre eux. Ils disent qu'il était parti travailler au Club Med dans un autre pays. Alors, pas une seule fois, il avait aperçu le doute dans le regard de Paul et Manon. Ils avaient confiance en lui, parfois plus qu'Émile lui-même. Voir leur visage derrière la vitre du parloir lui donnait l'impression de continuer à vivre par procuration. À travers ce que ses amis lui racontaient, il entrevoyait des parcelles de ce qui se passait au dehors, des preuves accablantes que plus que jamais, la planète continuait à tourner sans lui. Un simple détail faisait surgir le monde extérieur. Quelques effluves d'alcool émanant de Manon suffisaient à ébaucher, mieux encore que par des mots, les fêtes mémorables qu'elle continuait à organiser dans son manoir. Un bandage autour de la main de Paul, à la suite d'un accident de jardinage, et subitement c'était un jardin grandiose qui fleurissait dans l'esprit d'Émile, composé de plantes aux couleurs éclatantes, de rosiers rougeoyants, de tulipes multicolores. Une mine fatiguée suffisait à dessiner des nuits à refaire le monde. Une petite échymose sur un bras se muait en bagarre grandiloquente. Une insignifiante tache de boue sur un jean était une balade en forêt, et Émile pouvait alors deviner jusqu'à l'odeur si particulière d'un sous-bois. Parfois, la situation s'inversait. On lui dit que c'était Émile qui venait au parloir pour soutenir ses amis, tant leur quotidien jaillissait sans prévenir. Dans cet espace confiné qui prenait alors des airs de confessionnal, il lui faisait ressentir, sans le savoir, des émotions vitales à sa survie, des sensations réelles et vivaces qu'aucun des films médiocres qu'il était autorisé à voir dans sa cellule ne pouvait lui transmettre. Il fut aussi secoué que Paul quand ce dernier fut licencié avec violence de son poste de directeur de financier après 11 années de bons et loyaux services. Émile le vit perdre des points de vie dans ce procès au prud'homme qui s'étala sur plusieurs années et l'encouragea vivement à se faire accompagner d'un psy lorsqu'il comprit que son ami sombrait dans une insidieuse dépression. Émile partageait le poids qui s'était déposé sur ses épaules. Il pouvait ressentir la douleur de Paul jusque dans son propre ventre. Une autre fois, alors que Manon plaisantait sur un sujet totalement anodin la seconde précédente, elle lui avoua soudain dans un sanglot qu'elle n'était pas faite pour aimer, qu'elle était un cœur en béton, que personne n'arriverait à briser, qu'elle mourrait seule et malheureuse. Elle fut assaillie de larmes déchirantes qui, par empathie, finirent sur les joues d'Émile. Face à eux, Émile était une pierre en fusion, captant chaque émotion de ses proches pour mieux nier les siennes. Dans ces instants, la vitre épaisse qui les séparait devenait insupportable. Il aurait voulu la briser pour serrer Manon et Paul contre lui, sentir leur corps chaud contre le sien, les palper comme de l'argile. Voilà, je trouvais que c'était un passage qui décrivait bien la relation assez fraternelle qu'ils ont et le soutien que sont ces amis-là pendant ces années de prison et pendant toutes les années qui suivent. Merci. Céline ? Oui, vous avez en introduction, il me semble, évoqué la personne à qui vous devez la photo de la couverture. Du coup, je voulais savoir si elle existait et que vous êtes tombé dessus, ou si elle a été prise exprès. Quelle est un peu l'histoire de cette... le camion existe, mais pas sous cette forme-là. J'ai fait appel au talent d'un graphiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Laurent Scheer. Vous taperez sur Google, ça s'appelle les maisons volantes, Flying Home. C'est magnifique ce qu'il fait. Il prend des photos d'immeubles dans Paris ou de maisons et il les retravaille à la palette graphique pour qu'elles volent comme ça dans les airs
dans le ciel, et j'ai trouvé ça vraiment magnifique, hyper poétique, et à la fois qui renvoyait des émotions un peu diverses, de nostalgie, et en même temps on a envie de vivre dans ces maisons volantes. Enfin voilà, je trouvais ça assez fascinant, son travail. Donc je l'ai contacté et je lui ai demandé s'il pouvait un peu comme ça me faire sur mesure le camion que j'imaginais pour la couverture et qui existe dans le roman. Et donc ce qui était assez génial, c'est que du coup il a mis son talent au service de ce camion. Alors on a repris une photo existante d'un camion tel qu'il est, un peu rouillé comme ça, et puis il en a changé la couleur, il a changé, il a rajouté des choses, il a fait en sorte que ça colle mieux au texte, mais voilà, c'est surtout dû à son talent à lui. Sandra? Oui, donc il y a une playlist à la fin du roman, avec des titres d'ailleurs assez sympas. Il y a des choses que je ne connaissais pas d'ailleurs, que j'ai découvertes. Est-ce que c'est la playlist que vous avez écoutée pendant l'écriture du roman? Alors, complètement, bon, alors, il y en a même beaucoup plus que ça, forcément. Mais alors, quand j'écris, j'ai une habitude peut-être assez particulière qui est d'écouter de la musique au casque. J'écris souvent dans des bars, quand c'était encore possible, ou en tout cas dans des lieux d'agitation. Je trouve ça toujours intéressant de regarder ce qui se passe autour de soi. Ça nourrit très, très souvent un texte. Et du coup, j'écoute des chansons, d'ailleurs souvent en français. La plupart sont des chansons en français parce que d'entendre, voilà, j'écris en entendant des textes en français. Je trouve ça toujours assez inspirant. Ça met dans un état assez particulier qui est assez favorable à l'écriture, je trouve. Donc voilà, je me suis dit tiens, c'était plutôt rigolo de faire apparaître comme ça une bande originale de l'écriture. Un peu comme à la fin d'un film, dans un générique de film. Je me suis dit, bien, pourquoi pas le faire pour un roman. C'est plutôt rigolo de voir les gens que j'ai écoutés en écrivant. Voilà. On notera que Sandra a fait sa curieuse, vu qu'elle n'est qu'à la moitié du livre, mais qu'elle est quand même allée vérifier la playlist à la fin. Je fais ça aussi, moi je vais souvent dans les remerciements, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, avant de lire un roman. C'est vrai qu'on fait souvent ça, c'est vrai. Rita? Oui, alors maintenant que vous avez essayé l'écriture d'un roman, comment voyez-vous la suite en termes de répartition de votre temps d'activité? C'est-à-dire, est-ce que, peut-être même une deuxième partie de la question, est-ce que vous travaillez sur un nouveau roman? Alors, le temps c'est toujours partagé de façon assez naturelle parce que de fait, l'écriture d'un scénario, en tout cas, demande des semaines intenses de travail, ensuite de l'attente d'un retour d'un producteur. Donc voilà, il y a toujours moyen de s'organiser pour écrire plusieurs projets à la fois, et même, je dirais qu'il faut le faire. C'est pour ça qu'avec ma co-auteure, on écrit aussi pour le théâtre, qu'on a travaillé aussi en pub, en clip. Voilà, on a fait différentes choses. Donc ça s'organise de façon assez naturelle. Après, c'est des heures de bureau. C'est vraiment du 8h, 19h à travailler sur les différents projets. Il y en a que ça dérange de sauter d'un projet à l'autre parce que ça peut perturber de passer de certains personnages. Moi, je trouve ça assez au contraire, que c'est une bouffée d'air frais assez géniale de pouvoir sauter d'un texte à l'autre parce que quand on a la tête un peu farcie, comme ça, on passe à d'autres personnages et d'un coup, on retrouve comme ça un petit bol d'air. Donc oui, là, l'écriture du second, j'y passe mes journées en ce moment du matin au soir parce que j'ai un petit peu de temps. Ma co-scénariste rentre de vacances là la semaine prochaine, donc on va travailler sur un autre projet qu'on a en parallèle. Donc ça s'organise de façon très naturelle et ça permet en tout cas de faire naître différents projets en différents styles. J'ai d'ailleurs adapté, j'ai vu que vous avez fait une rencontre avec Jean-Louis Fournier que je connais bien, parce qu'on adapte. Le Fournier. Qui est génial, qui est vraiment génial, qui parle comme il écrit, il est assez fascinant. Et on adapte un de ses romans qui s'appelle Le Veuf pour le théâtre. On trouve que ce serait un seul en scène assez génial pour le théâtre. Donc on a fini l'adaptation et avant que la culture s'arrête totalement, on était en train de penser la suite avec un théâtre. Donc voilà, je voulais lui faire un petit clin d'œil parce qu'il a été l'air de rien dans l'écriture. J'écrivais mon roman pendant qu'on écrivait l'adaptation de Veuf et
et c'est quelqu'un qui est terrorisé par l'ennui, qui déteste les textes longs, qui est même assez dur sur les longueurs. Donc, il a été, voilà, je partage avec lui ce désir de faire des textes assez courts, incisifs, des paragraphes assez courts qui tiennent comme ça en haleine. Donc, voilà, je me suis inspiré de sa façon de travailler un peu. Superbe influence. On a hâte de voir en tout cas cette adaptation vivement 2021, 2022, je ne sais pas, mais vivement. Quand les embouteillages sont un peu dissipés. Est-ce que quelqu'un a une autre question? J'avais une question, mais je ne m'en rappelle plus. Ça y est, j'ai perdu la mémoire. Ouais, je ne sais plus. Oui, on va faire la photo d'ailleurs. Avant que j'oublie, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. 3, 2, 1. Ceux qui ont les livres, n'hésitez pas à les mettre en avant. Parfait, merci. Oui, sur le prochain roman, est-ce que justement ce sera aussi un roman entre guillemets hybride sur les genres, ou au contraire, vous avez une envie de vous fixer sur un genre? À mon sens, je n'espère pas, mais j'espère que vous allez rester en hybride. Pour le coup, c'est le plaisir de raconter des histoires différentes. Aussi la volonté que ce premier roman ne soit pas qu'un polar, ou en tout cas pas complètement un polar. C'était aussi me projeter sur la suite et sur un texte qui n'en sera pas un, a priori. Voilà, il n'empêche maintenant que j'essaie de construire un texte qui donne envie de connaître l'histoire, mais il n'y aura pas de meurtre, il n'y aura pas de meurtrier ou d'enquête. Mais avec une intrigue quand même. Avec une intrigue quand même, et avec une histoire toujours un peu assez présente. Une intrigue assez construite, sûrement. En tout cas, voilà, je suis en cours, donc j'espère que ce sera le cas. Merci. Merci Frédéric. Merci infiniment pour votre temps et cette rencontre-là. En tout cas, on a eu un immense plaisir de vous recevoir, mais surtout à vous lire, parce qu'on encourage tout le monde à lire votre livre. Donc merci infiniment pour votre livre et pour votre présence. Ben, merci à vous. Je suis vraiment hyper content de me retrouver face à vous aujourd'hui, dans une période où en plus il est compliqué d'aller défendre son livre en librairie pour des signatures. Ça s'organise mais de façon un peu compliquée. Donc c'est génial de pouvoir avoir ces rencontres-là. C'est hyper précieux. Merci beaucoup de m'avoir convié. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour le second. Hein. Votre place est réservée. Oui, ça va, j'arrive. Parfait. Au revoir tout le monde. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.